Eh coucou! Regardez-moi cette petite boule d'amour. Je tenais quand même à vous présenter le nouvel arrivant qui a rejoint la maison. Je pense que vous risquez de le voir à plusieurs reprises dans la vidéo parce qu'en fait il est constamment sur moi. Et aussi lui qui m'a fait ses petits autographes ici. Je suis donc très contente de vous présenter Haro, le petit frère qui a rejoint la maison. On avait déjà un chat qui s'appelait Orion qui est le grand frère qui a 2 ans. Et là, ce petit monstre, c'est un tout petit chat. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, vu qu'on est à la moitié de l'année. Je me suis dit que j'allais vous présenter un livre par mois, c'est-à-dire ma meilleure lecture de chaque mois depuis le début de l'année. J'avoue que ça a été un peu compliqué parce que c'est vrai qu'au début de l'année, j'ai eu plusieurs moments où je ne lisais plus parce qu'avec les déménagements de ça, j'ai pas eu beaucoup de temps. Et là, le mois de mai et avril, j'ai dévoré énormément de livres. Donc ça a été compliqué de faire un choix, mais je vous ai vraiment choisi la crème des crèmes. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire quelle est votre meilleure lecture depuis le début de l'année. Ça m'intéresse énormément. Donc écoutez, c'est parti. J'ai 6 livres à vous présenter. Pour le mois de janvier, j'ai choisi 13 saison 2 de Julia McFolaghan. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Il s'agit d'une télé-réalité surnaturelle. Donc là, c'est le deuxième tome. Il y en a 3 en tout de prévus. Je crois que le troisième sort bientôt d'ailleurs. Donc si vous voulez tester cette saga, c'est le moment. Puisque croyez-moi que le suspense au bout du tome 1 et du tome 2, ils sont insoutenables. Il vaut mieux avoir la suite sous la main. Comme je vous ai dit, il s'agit d'une télé-réalité surnaturelle qui est organisée par les fées et où toutes les espèces de surnaturels vont devoir cohabiter, je crois que c'est un mois ou une semaine, sur une île, et bien évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas aussi simple, n'est-ce pas? Dans les surnaturels présents, il y a un loup-garou, une sorcière, un sorcier, une chamane, un gnome, ou un gobelin, je sais plus trop, et 2 vampires, donc la reine vampire et du coup un peu son sbire. Et également les fées, puisque c'est elles qui organisent ce tournoi, donc on les voit à plusieurs reprises. Et franchement, rien que le concept de télé-réalité surnaturelle, pour moi, j'ai adoré. La plume de Julia est vraiment addictive, très fluide. Et franchement, j'ai dévoré les 2 tomes en une après-midi. Enfin, une après-midi chacun, parce que j'avais pas encore le deuxième tome quand j'ai fini le premier tome. Et en fait, on a tout ce qu'il nous faut, de l'action, des rebondissements, un suspense insoutenable à la fin, puisque bien évidemment, les espèces ne vont pas s'entendre du tout et elles vont devoir malheureusement cohabiter et survivre dans des conditions extrêmes. Par exemple, les loups-garous vont devoir se transformer, les vampires vont devoir bien évidemment se nourrir et ça va créer quelques tensions, quelques potins. Le tout est agrémenté par un commentateur qui nous dit justement les petits potins, tout ça. Donc c'était vraiment une chouette lecture et très à la fois assez dure quand même parce qu'il y a des scènes de combat, tout ça qui sont assez crues, on va dire. Mais d'un autre côté, le fait qu'on ait un commentateur, ça rajoute un effet assez rafraîchissant, un peu comme le commentateur de Hunger Games, si vous connaissez. C'est un sujet très grave qui est abordé, mais avec le commentateur, on nous donne les potins, tout ça, donc ça donne vraiment envie de lire la suite. J'ai clairement adoré les 2 tomes. Les 2 ont pour moi été des coups de cœur. Donc c'est pour ça que je vous présente ce deuxième tome dans cette vidéo. Pour le mois de février, j'ai donc choisi De Pierre et de Lierre de Sophie Wagner. Donc pareil, c'est un tome 2. Premier, j'en ai pas fait exprès. Donc dans le premier tome, nous allons suivre Arilia, qui est une princesse faée qui a été totalement déchue de ses pouvoirs parce que le prince ennemi a totalement détruit son royaume, il a tué tout le monde de la famille royale, il a assouvi le peuple également. Et au lieu de tuer Arilia, il en a fait son épouse, sauf qu'en fait, il la prive de ses pouvoirs, mais surtout, il la maltraite, c'est-à-dire que elle ne peut pas s'habiller comme elle veut, elle ne peut pas parler à qui elle veut, elle sert juste à s'afficher en fait de temps en temps au bras de ce roi qui est manipulateur, qui est vraiment égoïste, qui est vraiment un homme mais giga toxique, vous voyez. Et il y a toute cette notion en fait de violence conjugale, de viol conjugal et de vie en fait conjugale très compliquée. Donc en fait, ce roman aborde vraiment des thématiques très dures. Arilia va réussir à s'enfuir de ce royaume, elle va réussir à s'enfuir de ce cauchemar. Et petit à petit, elle va reprendre des forces parce que bien évidemment, elle a été maltraitée durant des années, donc elle a perdu toute sa splendeur et toute sa carrure. Elle va également se réapproprier ses pouvoirs. Et le plus dur pour elle, ça va être de faire confiance à nouveau, surtout qu'elle ressent une attirance pour la personne qui l'a sauvée. Mais comme elle a subi un cauchemar avec son mari,
elle ne fait pas confiance aux hommes et elle garde d'énormes séquelles. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette saga, puisque notre héroïne en fait a connu des trucs très très graves et elle ne va pas devenir badass du jour au lendemain, vous voyez. Elle garde cette fragilité, elle garde les traumatismes qu'elle a vécu et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans la plume de Sophie Wagner. Sophie a vraiment le don de nous transmettre des messages, de vraiment aborder des sujets qui sont très graves comme je vous ai dit le viol conjugal, le fait qu'elle est devenue malheureusement totalement soumise à son mari indépendamment de sa volonté, mais également le fait de se reconstruire, que pour elle c'est très compliqué de se reconstruire, de s'aimer en tant que femme et d'aimer également à nouveau. Et en fait tout ça est abordé dans cette saga qui se lit mais giga rapidement. C'est une saga de fantasy avec des combats épiques, enfin tout ce qu'on aime, et je ne comprends pas pourquoi cette saga n'a pas davantage de visibilité. Pour le mois de mars, j'ai choisi Seule la mort attend la vilaine, publié aux éditions Cotoon. Donc c'est un webtoon et c'est le webtoon qui a entraîné ma passion pour les webtoons. Je sais pas si vous les voyez derrière, mais du coup suite à ça j'en ai enchaîné énormément. Je ne connaissais pas les webtoons de base. Je connaissais tout ce qui était manga et BD, mais je dois avouer que c'était pas ma tasse de thé. Je ne m'orientais pas du tout vers ce rayon-là. Et je sais pas, quand j'ai vu cette couverture, j'ai de suite flashé et je me suis dit, bon, allez, on tente. Et au final, c'est devenu une réelle addiction. Déjà, ce webtoon est magnifique, que ce soit la couverture, mais également les planches. Elles sont très colorées, très magnifiques. Mais j'ai également beaucoup aimé l'intrigue, le récit, etc. Nous avons une jeune femme de nos jours qui joue à un jeu sur son téléphone, un jeu de séduction, un peu comme Amour sucré pour ceux qui connaissent. Personnellement, j'adorais ce jeu quand j'étais plus jeune, où en fait on incarne une jeune femme qui va avoir plusieurs prétendants et il faut les séduire. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu de séduction. Et dans ce jeu, il y a la gentille et également la méchante. Et en fait, il y a deux versions du jeu. Il y a la version simple où vous incarnez la gentille, donc bien évidemment tous les beaux garçons sont à vos pieds. Et on a également la version compliquée où là vous incarnez la vilaine et c'est compliqué de s'en sortir parce que bien évidemment personne ne l'aime. Donc elle n'a pas de prétendant et surtout elle est destinée à mourir. Et cette jeune femme va réincarner un matin justement dans le corps de la vilaine et elle va se retrouver dans l'univers de ce jeu vidéo. En fait d'un côté ça l'arrange parce qu'elle a déjà joué au jeu vidéo donc elle connaît un peu les personnages, tout ça. Mais d'un côté, ça ne l'arrange pas du tout parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle jouait la vilaine, elle perdait, c'était game over au bout de quelques temps. Et là, elle comprend très vite que si elle veut potentiellement retourner dans son monde, eh bien, il faudrait déjà qu'elle survive, sauf que tout le monde veut sa peau. Parce qu'en fait, dans le jeu, cette madame s'appelle Pénélope Écart et en fait, c'est la fille adoptive du duc. On ressent cette tension entre les personnages puisque les deux fils du duc ne l'acceptent pas. En fait, ils ont beaucoup de mal avec elle parce que elle ne rentre pas dans les codes, tout ça. Mais surtout parce que la vraie fille du duc va soudainement réapparaître. Et la vraie fille du duc, en fait, tout le monde l'aime, etc. Donc, ils vont totalement délaisser la vilaine. De plus, eh bien, comme la fille du duc est une fille très jolie, très bien élevée, tout ça, eh bien, tous les prétendants que la vilaine aurait pu avoir, eh bien, vont se tourner vers cette jeune fille et bien évidemment, eh bien, ils vont tenter d'éliminer la vilaine. Donc on est clairement dans une intrigue à la cour avec des complots, le fait que cette jeune femme doit absolument survivre et comme elle connaît un peu les personnages, les enjeux, etc., elle va bien sûr manipuler et elle va se rapprocher des personnes qu'elle sait utiles à sa survie. Donc c'est vraiment manipulation sans manipulation et j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus le tout avec des magnifiques planches dans un univers à la cour. Il n'y avait rien de mieux pour me faire craquer. Et croyez-moi que j'ai dévoré tous les tomes en une après-midi, je crois, parce que le lendemain, je suis allée à la librairie et j'ai pris les 6 tomes qu'il y avait après, tellement j'étais à fond dedans. En tout cas, cette saga a été pour moi un énorme coup de cœur. J'attends d'ailleurs la suite avec impatience. En avril, je me suis fait une relecture de Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, publié aux éditions La Martinière. C'est le tome 2 de la saga ACOTAR. Pour la petite anecdote, j'avais lu le 1 en format broché et j'avais commencé le 2 sur ma liseuse il y a longtemps. Mais j'ai revendu ma liseuse. En fait, j'avais jamais terminé le tome 2. Donc, j'avais lu une bonne partie quand même. C'est pour ça que je vous dis relecture parce que je m'en étais arrêtée aux 3/4. Et en fait, j'ai relu tout le roman et croyez-moi que j'ai adoré. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'avais eu du mal avec le premier tome parce que
tout le monde nous vendait une romance de rêve, tout ça. Et dans le premier tome, la romance me dérangeait énormément. Voyez-moi que dans ce tome, j'ai tout compris. Je comprends les nombreux abandons qu'il y a eu pour le premier tome parce que même moi, en fait, j'avais envie d'abandonner parce que ce n'était pas ce qu'on m'avait vendu. Mais en fait, la saga, elle commence clairement à partir du deuxième tome. Et pour cause, ce deuxième tome a pour moi été un coup de cœur. Je sais pas si je peux vous dire pourquoi, parce que je sais que beaucoup de personnes ne l'ont pas lu. Même si, perso, je me suis fait spoiler avec différents fanarts, etc. sur Instagram, j'ai pas envie de vous spoiler, vous voyez. Pour vous résumer un petit peu, c'est une saga fantasy qui est vraiment très complète. Je dirais peut-être plutôt adulte, parce que l'univers est très bien ficelé et il y a beaucoup d'enjeux politiques, etc. C'est la première saga de Sarah J. Maas que je lis et je sais qu'elle est connue en fait pour ces sagas fantasy qui cartonnent en fait tout simplement. Donc pour moi, j'ai commencé par celle-ci, mais je sais qu'il faut commencer par une autre. Enfin, je laisse aller vous renseigner, mais en fait, les 3 sagas de Sarah J. Maas ont un lien entre elles. Je me suis pas encore totalement renseignée, mais si ça vous intéresse, peut-être que je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet. Et en tout cas, moi, franchement, c'est un gros bébé quand même, vous voyez. Et bien, je l'ai dévoré parce qu'en fait, dans ce roman, on va de surprise dans surprise, de rebondissement en rebondissement. Cette saga, il y a de la magie, il y a des combats, il y a des trucs qui nous font des petits papillons dans le ventre. Les personnages sont incroyables. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas au tome 1. Je peux vous dire que cette saga vaut largement le coup et elle ne s'essouffle pas. Celui-ci pour moi a été un coup de cœur. Le troisième n'a pas été un coup de cœur, mais c'était un 5 sur 5 tellement j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, elle fait largement partie de mes meilleures lectures de cette année et j'ai d'ailleurs très hâte de pouvoir continuer la saga. Pour le mois de mai, je vous présente bien évidemment Echo de Marianne LTA, publié aux éditions Imeris. Je l'ai reçu celui-ci en service presse et d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a la campagne Ulule pour le tome 2. Croyez-moi que j'ai de suite participé parce que la fin de ce tome, comment c'est possible de terminer comme ça? Il me faut la suite. En tout cas, un conseil, si jamais vous voulez lire cette saga, ayez le tome 2 sous la main parce que là, c'est extrêmement frustrant. Si vous aimez un peu la science-fiction, tout ça, n'hésitez pas à découvrir ce roman. En fait, c'est un peu une dystopie science-fiction à la Mad Max, pour ceux qui connaissent, un peu à la mode cyberpunk, enfin, je sais plus c'est quoi le mot exact. Et pourtant, c'est pas trop lourd, vous voyez, c'est-à-dire que même des débutants en science-fiction ou en dystopie peuvent largement dévorer ce roman. De plus, la plume de l'autrice est vraiment très fluide, très immersive et moi je l'ai encore une fois dévoré. Donc même si vous n'êtes pas féru de science-fiction et que ce roman vous tente beaucoup, croyez-moi que c'est pas de la science-fiction très poussée, donc je suis sûre que vous allez adorer. Vous voulez, en fait, il y a 2 grandes catégories dans cet univers, c'est-à-dire qu'il y a basse cité où il y a une brume qui est extrêmement dangereuse et d'ailleurs il faut faire confiance à personne parce que tout le monde vit de l'argent, tout le monde se vole, tout le monde se tape, enfin une situation très dure. Et notre jeune Echo, qui aime bien du coup voler à gauche à droite pour survivre, va se retrouver mêlée à un vol extrêmement grave puisqu'elle va être accusée du vol d'un des 6 joyaux de Pandore. Et Pandore, justement, c'est la richissime cité qui surplombe basse cité. Donc en fait, c'est la royauté, c'est les riches, c'est le pouvoir, c'est l'opulence, vous voyez. Évidemment, elle va avoir beaucoup d'ennuis et elle va malgré tout faire équipe avec Bast. Bast, c'est lui aussi un voleur. Il a flairé la bonne affaire, c'est donc pour ça qu'il va aider Echo. Il va clairement l'aider parce qu'il sait très bien qu'il y a un gros pactole à la fin et malheureusement, des sentiments vont s'y mêler et Echo va se poser beaucoup de questions car bien évidemment, Bast reste un voleur. Et bien, Echo va sans doute se faire trahir par Bast. Je n'en dis pas plus, mais il y a aussi voilà toute une question sur les sentiments, tout ça. Donc la romance n'est pas présente, c'est vraiment très loin, c'est-à-dire que ben voilà, on a 2 personnes qui travaillent ensemble, qui font équipe ensemble, qui se sauvent la vie mutuellement, on a une trahison et en fait tout va se mêler à partir de là. Je sais pas si vous connaissez Imeris Édition, mais c'est tenu par le copain de la personne qui gère la chaîne YouTube Rêve ta vie en lecteur. Et justement, c'est une personne qui n'aime pas du tout la romance et elle a précisé à plusieurs reprises que dans ce roman, la romance est vraiment très loin. Comme d'ailleurs toutes les parutions de cette maison d'édition, il peut y avoir de la romance, mais c'est vraiment pas ce qui est recherché. C'est accepter que c'est vraiment c'est tout petit, vous voyez. Si vous n'êtes pas friand de romance, vous pouvez quand même tenter cette lecture parce que vraiment, voilà, elle est vraiment en arrière-plan. Pour vous dire, en fait, elle est même pas officielle. Enfin, de mémoire, parce que je l'ai quand même lu il y a 2 mois, c'est pas officiel, c'est-à-dire que on comprend le raisonnement d'Echo, on comprend qu'elle se sent trahie, tout ça. En tout cas, pour moi, c'était un sans faute, c'était une lecture intense, une lecture addictive, c'était vraiment trop bien.
J'ai vraiment trop hâte de découvrir la suite. En plus, c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est dystopie, science-fiction, mais un peu aussi, je dirais pas fantasy, mais en fait, avec les pierres, les humains peuvent avoir des super pouvoirs, tout ça. Donc, il y a un peu tous les genres confondus que j'adore. Donc, vraiment, cette lecture, je vous la recommande, mais à 4000%. Pour finir, je vous présente la trilogie Elia, la passeuse d'âme, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous présente la trilogie tout simplement parce que pour moi, les 3 tomes ont été des coups de cœur. Donc dans cette saga, nous allons suivre Elia qui est une passeuse d'âme. Donc en fait, les passeurs d'âme, ce sont des personnes qui n'ont pas d'émotion et qui servent à envoyer les gens à la mort, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un passage pour valider les morts. Et pour être passeur d'âme, c'est quelque chose de génétique puisqu'en fait, ils n'ont pas d'émotion, donc en fait, c'est détecté dès le plus jeune âge. Sauf qu'un jour, Elia va se retrouver dans une situation improbable. Un des gardes va lui demander de mettre à mort un jeune homme. Il va lui dire t'inquiète, t'inquiète, c'est prévu, mais elle comprend très vite que quelque chose cloche et elle va prendre le risque de libérer ce jeune homme, de ne pas faire son devoir de passeur d'âme. Sauf que là, alerte rouge, il y a quelque chose qui cloche parce que, rappelons-le, les passeurs d'âme ne sont pas censés avoir d'émotion. Suite à ça, eh bien, Elia va devoir s'enfuir parce que, eh bien, il y a un problème dans la cadence, vous voyez. Mais surtout, la fuite de ces jeunes hommes va entraîner beaucoup de problèmes parce qu'évidemment, s'il était destiné à mourir, c'est que c'était pas un petit saint. Et Elia va donc s'enfuir vers la partie la plus pauvre. En fait, ce sont des sans-castes, si je me trompe pas. J'ai plus le terme exact, mais en fait, vous avez les gens dits normaux, les passeurs d'âme et en fait les pauvres, les sans-castes qui, eux, en fait, vivent dans la pauvreté, encore une fois. Ils doivent travailler à la mine pour survivre. Et en fait, ils sont vraiment sous garde protégée puisque c'est un système quand même assez dur. On est dans de la dystopie. Donc voilà, il y a des gardes, il y a des bagarres. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très dur. Et Elia va essayer de se fondre dans la masse, sauf que, eh ben, elle va s'attirer quand même pas mal d'ennuis parce que du coup, tout le monde la recherche. Mais surtout, elle est rousse. Et ça a une importance capitale parce qu'en fait, les roux n'existent pas. C'est très rare de voir des personnes rousses. Et la seule personne rousse que les gens se rappellent avoir vue avant elle, c'est sa mère. Il y a une histoire de destinée, puisqu'on dit qu'une jeune femme rousse va justement abolir ce système de caste. Donc, Elia va devoir se cacher, va devoir modifier également ses cheveux, etc. Elle va également pouvoir compter sur ses alliés, sauf que bien évidemment, elle va entraîner ses alliés dans sa chute et vous vous doutez bien que tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai vraiment beaucoup aimé cette trilogie, je vais pas vous mentir que j'ai pleuré à 3 reprises. Je me suis énormément attachée aux personnages, la romance, elle est incroyable. En fait, si vous voulez, dès le premier tome, on se doute de quelque chose. Et au fait, au deuxième tome, on comprend qu'ils sont amoureux, sauf qu'en fait, les deux se croient morts. Et en fait, c'est très dur parce que nous, lecteurs, on veut la suite, on veut qu'ils se retrouvent. On est là, mais retrouvez-vous. Et au final, eh ben, ils se retrouvent pas. Et vraiment, mon cœur battait très vite durant cette lecture. Et c'est ce qui l'a rendue addictive. C'est qu'en fait, il arrive tellement de choses à Elia, il arrive tellement de choses aux personnages qu'il nous faut la suite. Et pour vous le dire, voyez-vous, ces 3 tomes, je les ai lus en une après-midi parce que la fin, à chaque fois, waouh, il me fallait la suite, mais surtout, je voulais absolument savoir comment allait se passer, comment ça allait se dérouler, qui allait survivre, est-ce que Elia allait retrouver son bien-aimé, tout ça. J'étais clairement accro à cette trilogie et je vous annonce dans cette vidéo que cette trilogie est, à l'heure actuelle, du coup, ma trilogie préférée. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour les 3 tomes. Je ne peux pas vous dire j'ai préféré le 1, le 2 ou 3. Les 3 ont été des énormes coups de cœur et je ne comprends pas pourquoi cette saga ne fait pas plus parler d'elle parce que pour moi, il y a tout passé une lecture incroyable. Les personnages sont incroyables, l'intrigue est incroyable, le suspense, tout est incroyable et vraiment, je vais vous faire la propagande de cette saga autant de fois qu'il le faudra. Mais pour moi, c'est une pépite et vraiment, mais ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti autant d'émotions et surtout dans les 3 tomes. C'est pas juste le tome 2 m'a fait pleurer, c'est vraiment les 3 tomes. Et vraiment, j'ai été addict. J'ai même délaissé plusieurs tâches de ma vie personnelle pour lire tellement j'étais à fond dedans. Et j'étais un peu, pas en panne de lecture, mais j'arrivais plus à lire. Mais croyez-moi que ça, je les ai lus directement en fait. Donc vraiment, ça, pépite. Et je pense que je n'en parle pas assez tellement j'ai envie de vous en parler des heures, mais c'est pas le but. Mais c'est vraiment une saga, une trilogie qui m'a marquée et qui me marquera encore. Et je pense que
trouver une trilogie qui dépasse celle-ci, ça va être très très dur. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous ai présenté un livre par mois depuis le début de l'année. Je pense que je vous referai cette vidéo à la fin de l'année. C'est sympa parce qu'à la fois comme ça je vous fais un mini point lecture sans que ça dure non plus trop longtemps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme ça je le saurai et ça me soutient énormément pour la chaîne. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quelles sont vos meilleures lectures depuis le début de l'année. En tout cas, je vous remercie grandement du visionnage. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Petit cœur, il vous dit au revoir aussi. Oh, il est trop mignon!